Yamin Timba, vous êtes docteur, vous êtes un grand homme, vous êtes philosophe, vous êtes économiste. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui, pendant que les hommes réfléchissent, une minorité d'ailleurs a pris l'initiative de faire vacciner une majorité. Écoutez, avant tout propos sur cette fameuse minorité dans sa relation avec la majorité, dont nous connaissons absolument l'origine, qui est justifiée par les théories bizarres de Platon, qui n'avait pas bien assimilé ses leçons en Égypte antique, reprises par Aristote, et qui sublimait la société esclavagiste grecque où il y avait une minorité à la tête et le reste était constitué d'esclaves. Je vais d'abord essayer de comprendre avec nous tous ce qu'on appelle un vaccin. Et comme il y a une autorité en matière sanitaire dans le monde, eh bien, allons regarder ce que cette autorité appelle vaccin. Oui, et cette autorité s'appelle l'OMS. Et l'OMS dit, un vaccin est une préparation administrée pour provoquer l'immunité contre une maladie en stimulant la production d'anticorps. On trouve dans les vaccins des suspensions de micro-organismes inactivés ou atténués ou des produits ou dérivés de micro-organismes. L'injection est la voie d'administration la plus courante, mais certains vaccins sont donnés par voie orale ou en pulvérisation nasale. Il faut bien qu'on retienne les voies d'administration, c'est très important. Oui. Mais il faut surtout qu'on retienne ce qu'on appelle un vaccin. Ça stimule la production d'anticorps. Alors, mais le vaccin dont on parle, mais en quoi consiste-t-il? Le professeur Alexandra Hendrion-Claude dit que en réalité, de toute sa longue expérience, et je crois que très peu de gens dans le monde sont capables de contester sa longue expérience et son expertise, dit que cette affaire ne correspond à aucune catégorie vaccinale connue à ce jour dans le domaine médical. Et que, en réalité, il ne s'agit pas de vaccin, il s'agit de toute façon pas de thérapie, puisque la thérapie c'est pour les gens malades, et qu'il ne s'agit pas du tout de vaccin, et qu'en réalité nous sommes en face de quelque chose qui s'appellerait, si on tient absolument au mot vaccin, à un vaccin expérimental, génique expérimental. Vaccin génique expérimental. Alors, c'est très important d'entendre vaccin génique expérimental. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, on vous injecte une information génétique, et cette information génétique va provoquer chez vous une réponse spécifique. Sauf que ce qu'on vous injecte n'est pas humain, n'est pas naturel, et c'est quelque chose qui vous permet, qui vous demande de donner une réponse en produisant des protéines qui vont répondre à un virus. Écoutez, messieurs, c'est ça qu'on appelle la fabrication des organismes génétiquement modifiés. C'est ça qu'on appelle faire des OGM, parce que c'est plus connu sous ce sigle-là. C'est exactement la même technique. C'est comme ça qu'on fabrique des tomates OGM, c'est comme ça qu'on fabrique du soja OGM, c'est comme ça qu'on fabrique tous les organismes génétiquement modifiés que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. C'est exactement sur le plan scientifique le même process. Si les Français estiment qu'ils veulent avoir des OGM chez eux, c'est leur pays, c'est leur droit. Nous sommes des gens qui considèrent qu'il faut respecter la souveraineté des autres. J'espère que la réciproque se fera de manière rigoureuse et tout à fait spontanée. Alors, lorsque nous avons expliqué, donné cette explication scientifique, qu'est-ce qu'on appelle vaccin? De quel vaccin parlons-nous? Nous avons très bien compris que il ne s'agit pas de vaccin, il s'agit d'une expérimentation génique. Il s'agit encore de la fameuse théorie de l'eugénisme qui tire ses racines des thèses racialistes du 19e siècle en Europe et qui veut donc faire un écrémage pour laisser le monde à ce qu'ils ont appelé sous le nazisme, parce que ces thèses-là se sont sublimées sous le nazisme. Mais en réalité, ces thèses-là ne se sont pas tant sublimées sur le nazisme, pendant le nazisme. Ces thèses-là se sont beaucoup plus sublimées dans la relation de l'Europe à l'Afrique. Il faut écrémer et garder ce qu'ils appellent la race pure, la race supérieure, qui est la race aryenne. Donc, l'effort qui est fait aujourd'hui n'est pas un effort pour soigner l'humanité. Quand vous prenez un pays pauvre, dit pauvre comme le Cameroun, on soigne des affaires de Covid qui sont une grippe, on les soigne avec des productions locales
et je crois que je ne suis pas en train de faire du chauvinisme, ce sont des statistiques qui le disent, et c'est l'OMS elle-même qui a dit que le Cameroun est l'un des pays qu'on devrait prendre en exemple dans le cadre du traitement. Le pays, pas l'un des pays, le pays qu'on devrait prendre en exemple dans le cadre de la prise en charge du traitement de la Covid-19. Mais comment un pays pauvre qui a un plateau technique qui laisse sérieusement à désirer, qui n'a presque pas de recherche scientifique sérieuse, comment un pays pauvre a-t-il pu en arriver jusque-là? Mais en réalité, parce que en fait, ce pays n'a pas eu besoin de faire de grosses déclarations techniques et théoriques et a soigné simplement une grippe. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, on met des moyens pour pouvoir transformer les êtres humains en organismes génétiquement modifiés. Mais vous êtes là en pleine théorie, ou quand vous dites ce genre de choses, on vous dit que vous êtes complotiste. Mais je parle de la science. Vous m'avez entendu dire quelque chose d'autre que de la science là? Les gens arrivent, ont des transgenres, ont des choses bizarres, de la perversité dont ils veulent remplir le monde. Oui. Ils font des organismes génétiquement modifiés. Ils ont complètement mis le Burkina Faso à terre avec du coton génétiquement modifié il y a quelques années, alors qu'on avait du coton naturel qui permettait au Burkina Faso de tenir, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Burkina Faso a du mal à tenir aujourd'hui face justement aux conflits sociaux, parce que la pauvreté s'est généralisée. Les villages où les gens cultivaient du coton et avaient certains niveaux de revenus garantis n'arrivent plus à les avoir. Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes gens? Ils se retrouvent justement dans les djihadistes, avec les djihadistes, ils se retrouvent dans le banditisme, etc. Ce qui se passe, c'est que, en réalité, la bonne question, ce serait sur les enjeux d'un tel vaccin. Si vous prenez 700 à 100 euros par dose de vaccin, vous êtes à 700 milliards d'euros. 700 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 15 fois le PIB du Cameroun. Vous prenez 15 pays comme le Cameroun, c'est ça, le marché que ces gens-là ont. Et si vous considérez qu'aujourd'hui, on demande de faire 2 à 3 doses, vous êtes entre 1400 et 2100 milliards d'euros de chiffre d'affaires potentiel pour ces laboratoires-là. Mais tout le monde, ces pays dans lesquels la cupidité est un principe d'État, mais ils sont prêts à raser la planète tout entière pour avoir les 2100 milliards d'euros. Donc, lorsque le président vous dit, le président français dit, non, vous ne viendrez plus en France parce que vous n'avez pas de vaccin, c'est son problème. C'est son problème là-bas. Et je vous rappelle toujours, la France est un petit pays comme ça. L'Afrique, c'est ça. Donc, quand il parle là-bas, ça concerne ça. Nous, voici ce qui nous concerne. Et quand vous avez de telles proportions, vous ne vous embrouillez pas en face de quelqu'un qui vous dit, vous ne viendrez pas chez nous. C'est même une bonne opportunité historique. N'oubliez pas que pour que le Japon se redresse, l'ère Meiji, le Japon s'est fermé. Pour que la Chine se redresse, la marche sur 2 pieds Mao, on s'est fermé. N'oubliez pas que l'Amérique est restée protectionniste entre sa déclaration d'indépendance et pratiquement le début du XXe siècle, ce qui lui a permis de se relever. N'oubliez pas que quand vous regardez l'histoire, à chaque fois que l'Égypte antique a dû se reconquérir, repousser les envahisseurs, elle a dû se refermer pour se reconstituer. C'est une opportunité historique. Ne voyons pas toujours dans les erreurs des autres des choses sur lesquelles nous plongeons. Quelquefois, ils nous donnent l'opportunité de nous asseoir, de nous dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, s'ils ne veulent pas qu'on aille en Europe, on restera en Afrique. De toute façon, c'est notre patrie, c'est le pays que nous voulons développer. Et je peux vous garantir que les vrais enjeux pour nous ne sont pas ceux qui sont les leurs. Nos enjeux aujourd'hui, ce n'est pas d'accéder à 2100 milliards d'euros de manipulation génétique, mais c'est de construire ce pays, de construire ce continent, de restaurer la conscience collective africaine et de rassembler les Africains autour de l'idéal d'un État panafricain qui va rassembler 1,5 milliard de personnes déjà, et en 2050, près de 3 milliards de personnes. Lorsque vous avez de telles perspectives, mais que quelqu'un dise que vous n'allez pas chez lui, vous rigolez, vous dites d'accord, on ne vient pas. C'est tout. Sauf que la réciproque devra être observer, mais à ce moment, c'est nous qui définirons la barrière non tarifaire qui va correspondre à la leur. Et cette barrière non tarifaire, elle ne sera pas un jeu comme ça. Ce sera beaucoup plus dur.